Quand je pense qu'il faut que j'aille jusqu'à 60 ans. Musique douce et verre en main, on nous fera bientôt admettre que le travail est un plaisir. Inspiration collective, c'est un podcast pour inspirer et s'inspirer en équipe. Chaque mois, retrouvez en alternance une méditation collective et une inspiration pour collaborer différemment en équipe. Je vous souhaite de belles inspirations collectives. Aujourd'hui, je reçois Lily Gros. Lily, je t'ai découverte il y a quelques années grâce à ton podcast de l'époque, La Licorne, aujourd'hui devenue L'Aventure du Lion. Tu m'as accompagnée par tes partages dans mon alors tout nouveau rôle de facilitatrice en intelligence collective. Depuis, tu poursuis ton exploration des dynamiques relationnelles au travers de ce podcast L'Aventure du Lien, mais aussi en proposant des formations à la radicale collaboration, en mettant à disposition, entre autres, une newsletter, un défi autour de la sincérité radicale et beaucoup d'autres éléments que tu as beaucoup de joie à partager, je crois. Lily, c'est un plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Et pour commencer, pourrais-tu nous dire d'où tu parles ? Oui, merci. Puis je suis ravie d'être là, de prendre ce moment avec toi. Et coucou les gens qui écoutent. D'où je parle, j'ai envie de parler d'où je parle géographiquement. Donc là, je suis basée à Nantes, donc dans l'ouest de la France. D'où je parle en termes de peut-être d'origine ou de contexte socioculturel, je suis une femme. J'ai 34 ans. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Je suis hétérosexuelle, cisgenre, je viens plutôt d'un milieu privilégié, donc j'ai pu avoir accès à des études supérieures. Bon, il y a eu des périodes compliquées dans ma famille économiquement, mais globalement, voilà, on a toujours réussi à trouver des solutions. Je suis influencée par plein de courants dans ma pratique de l'accompagnement, que ce soit des courants qui viennent plutôt du monde militant, du monde activiste, que ce soit des mouvements plutôt liés au monde entrepreneurial, très start-up, ou plus du monde du business, de la médiation, de la résolution du conflit. J'aime bien en fait aller puiser des inspirations à différents endroits, différents courants, différentes racines, tout en essayant de les nommer au fur et à mesure. Euh, voilà ce que j'ai envie de dire pour l'instant. Ok, trop chouette. Merci pour ce portrait un peu à 360 sur d'où tu parles. Merci pour ça. Et Lily, aujourd'hui, j'ai fait appel à toi pour explorer autour de la thématique du podcast qui est l'inspiration collective et les manières de coopérer, collaborer ensemble autrement. Et je me demandais, voilà, peut-être est-ce qu'il y a un sujet, une clé d'entrée avec laquelle tu aurais envie de commencer ? Ah, c'est marrant parce qu'il y en a une autre qui me vient quand je t'entends, mais je vais rester sur celle que je m'étais notée en préparant, c'est celle de l'injonction au partage et de l'injonction à la vulnérabilité, au partage, au fait de s'ouvrir, d'être audacieux. Et j'ai envie de parler plutôt de sécurité psychologique, tu vois, de se dire, mais finalement, dans beaucoup d'environnements, il y a envie, en fait, que les gens puissent oser, puissent s'exprimer, puissent partager peut-être ce qui frotte un petit peu plus et ce qui est difficile. Et je crois que dans beaucoup d'environnements, trop faire des appels à ça et des injonctions à ça, ça peut justement devenir des injonctions. Alors que parfois, il y a besoin de plus de temps et de plus de sécurité dans les équipes pour pouvoir s'exprimer librement, pour pouvoir challenger et puis pour pouvoir adresser du conflit d'une manière qui nous met en sécurité. Grand thème, hein? Ouais, c'est un grand thème et ça me rappelle, enfin voilà, je fais une mini digression, mais juste j'ai lu un truc où il y avait écrit avec confiance et bienveillance et je me suis dit à partir du moment où il faut l'écrire, déjà il y a quelque chose moi qui vient me gratter dans le fait que voilà, il suffit pas de l'écrire pour que ce soit vécu de l'intérieur. Et c'est ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est-à-dire oui au partage, mais il faut cultiver quelque chose en amont. Mm. Bah, ça se décrète pas en fait, c'est des choses, moi j'en suis vraiment venue à reconsidérer, tu vois, la manière dont je posais des cadres dans l'accompagnement des collectifs, de se dire, bah voilà, dans des cadres, parfois on va poser un principe de bienveillance, on va poser un principe d'écoute, et en fait il suffit pas de juste décréter ça en fait, de déjà mettre des mots sur derrière qu'est-ce que ça veut dire en fait la bienveillance, en termes de comportement, en termes ouais, de réaction les uns aux autres, comment est-ce qu'on va savoir qu'elle est là cette bienveillance? Et tu vois, sur la notion de la sécurité et de la confiance que je mets dans une même famille,
C'est trop simple en fait de juste décréter ceci est un safe space, vous pouvez tout dire, ceci est un endroit de sécurité, sentez-vous à l'aise. Ben, en vrai, parfois on ne connaît pas les gens, donc la relation de confiance elle est pas tissée. Parfois on a un endroit, à un moment de notre vie où il y a de l'insécurité, que ce soit de l'insécurité financière, relationnelle, du stress pour différentes raisons, et de juste décréter ces choses-là, ça crée une espèce de bug du système où bah, en fait, on n'a pas les preuves que la sécurité est là et que la confiance est là. Et pour moi, c'est vraiment des choses qui vont se construire au fur et à mesure. Mais ça n'empêche pas d'avoir un a priori positif et un a priori de confiance envers les autres. Le but Mm. du jeu, c'est pas non plus de rentrer dans une forme de méfiance de tant que tu m'as pas prouvé par A plus B plus C plus D plus Y et ainsi de suite que tu es digne de confiance, je ne vais pas t'accorder ma confiance. Mais c'est de pas être dans un extrême ou dans un autre de ultra confiance ou de hyper méfiance et de venir voir la confiance comme quelque chose qui se construit au fur et à mesure du temps, qui peut s'éroder mais qui peut aussi se réparer du coup. C'est ça qui est chouette avec cette vision-là, c'est que la confiance, elle se répare et que du coup, bah, on peut faire des erreurs, on peut se tromper à des moments, on peut venir faire des trahisons, se tromper et réparer la confiance au fur et à mesure si elle est vue comme quelque chose qui se construit au fur et à mesure du temps. Mm. Ouais, dans ce que tu nous partages, tu dis que finalement, donc la confiance, elle se décrète pas. Et du coup, elle se construit plutôt, il va y avoir un peu comme des vagues, des hauts, des bas, et que ça peut venir se réparer. Est-ce que pour déjà peut-être la construire, tu disais que juste voilà, décréter, dire ici c'est un espace sécure, c'est pas suffisant. Est-ce que toi, tu aurais des petites clés qui peuvent permettre voilà, de la construire? Carrément. Alors, je sais que tu as déjà fait un épisode de podcast sur l'écoute, et pour moi, ça, c'est un des grands préalables. Donc, allez écouter l'épisode avec Flore sur l'écoute, parce que pour moi, c'est une des choses qui permet vraiment de construire la confiance. Et donc, je vais pas en faire toute une tartine, parce que vous en avez déjà parlé. Moi, j'ai peut-être envie d'ajouter la clarté et la clarification. Pour moi, le fait d'être au clair déjà, mettons si je manage une équipe, d'être moi au clair sur mes besoins, sur l'intention de là où on va, en fait, le projet collectif, sur la manière dont je manage. Si j'ai un poste de manager hiérarchique, par exemple, d'être au clair sur voilà les endroits où je vais prendre les décisions, voilà les endroits où je vais faire du participatif et de les communiquer de manière claire, bah, ça crée de la confiance. Parce que le manque de confiance, il peut venir de plein d'endroits, il peut venir du manque de clarté, et où du coup les gens sont un petit peu perdus en face et savent pas trop à quoi se fier. Il peut venir à des engagements qui sont pris et qui sont pas tenus. Mm. J'ai le cas dans un collectif que j'accompagne en ce moment où voilà, il y a des personnes qui s'engagent à certaines actions et qui les suivent pas par derrière et ça crée des ruptures de confiance. Et dans ce cas-là, comment est-ce qu'on remet de la clarté sur cet engagement? Quel est le temps qu'il nécessite? Qu'est-ce qui veut dire cet engagement-là? Et est-ce que c'est vraiment OK de prendre cet engagement ou non? Donc pour moi, il y a vraiment cette culture de clarification et moi je le vois souvent dans les réunions, c'est un peu ce moment, je sais pas si ça te fera écho, mais on fait comme on a dit, hein. Je vois que, enfin j'ai l'impression que ça te parle un peu, et c'est ce truc et pareil pour moi ça crée de la confiance de se dire ne partons pas d'un a priori que tout le monde va se souvenir de ce qu'on s'est dit, parce que juste il y a une quantité d'informations qui juste indigérable en fait dans la vie du quotidien si vous êtes voilà, peut-être si vous êtes dans des endroits qui sont peut-être un peu plus en contact à la nature ou un petit peu plus marginaux, peut-être que vous vivez pas ça, mais en tout cas moi dans ma vie qui est urbaine et qui est en contact de plein de personnes, j'oublie en fait des choses, et d'avoir cette culture de la clarification, bah, ça fait que parfois on va formaliser un petit peu plus les choses, mais pas parce qu'on fait pas confiance aux gens, mais juste parce que on oublie les choses. Moi j'ai encore eu le cas avec voilà, avec un partenaire très régulier de coopération. Ben, en fait, on se souvenait. Enfin, moi, le prix que je pensais qu'il allait me payer, c'était pas ce dont lui se souvenait. En fait, clarifions les choses, mettons les trucs par écrit. Mm. Juste parce que on oublie les choses. C'est pas une mauvaise volonté. Ouais, ouais, tu dis on oublie, et puis il y a aussi cette dimension de peut-être qu'il n'y a pas les mêmes attentes, ou derrière les mots n'ont pas la même définition, signification pour chacun et chacune. Ouais, il y a un collectif que j'accompagne en ce moment et c'était assez frappant pour moi d'entendre une des personnes qui disait ah, mais c'est bizarre pour moi d'avoir à exprimer mes besoins dans ce lieu parce que je pensais que c'était une évidence. Mm. Et il y en a plein des endroits en fait de présomption d'évidence, de présomption que les choses sont claires pour les autres personnes.
Sauf que le grand danger de ça, c'est que ça crée des attentes de je m'attends à ce que ça soit clair pour les autres et que les autres aient compris mes besoins et qu'ils prennent, alors déjà, qu'ils aient entendu, qu'ils aient compris et en plus qu'ils prennent en considération mon besoin, eh ben, assurons-nous que les choses, elles sont claires. Et ça, c'est un truc qui est vraiment hyper jouissif, je trouve, en tout cas, moi, je le vois beaucoup dans les différents collectifs dans lesquels je suis. Il y a vraiment ce grand plaisir à se dire, OK, on se dit ça, mais concrètement, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Comment on va faire les choses? Est-ce que c'est bien clair pour tout le monde? Et pour moi, ça va de pair avec le consentement et la capacité à prendre des choix qui sont éclairés. Ou parfois, on peut arriver dans une fin de réunion, une fin d'interaction avec, par exemple, un oui à un projet. Donc là, on se dit oui. Et sous le feu de l'action, peut-être qu'on s'est un peu emballé, en fait. Peut-être qu'on n'a pas tout à fait vérifié les budgets ou la faisabilité ou les disponibilités des personnes, mais il y a un truc qui fait que, un effet d'emballement, un effet de conformité de groupe qui fait qu'on se dit oui. Et dans certaines structures, eh ben, ils vont se laisser 24 heures, 48 heures pour se laisser le temps de dormir, de reposer dessus et de revalider s'il y a un vrai oui. Et pour moi, clarté et consentement, c'est deux choses qui marchent hyper bien ensemble pour se dire, bah déjà, on clarifie les choses, ce qui fait que derrière les personnes, elles peuvent s'engager ou pas, elles peuvent se positionner beaucoup plus facilement. Ou de l'autre côté, voilà, cette culture aussi de on accepte des non et en fait, on a tout intérêt à ce que les personnes ils nous donnent leurs limites et qu'elles posent des noms. Parce qu'en vrai, quelqu'un qui dit un oui, qui a un non, ben, c'est quelqu'un qui va se désengager à un moment ou à un autre. Ou c'est quelqu'un qui va avoir de la rancœur, ou c'est quelqu'un qui va faire peser le poids de ce oui qui était un non sur le collectif ou sur le projet de manière générale. Hmm. Ok, ouais, ça résonne vraiment beaucoup ces deux dimensions de clarté et consentement. Je crois que tu le sais, mais donc j'accompagne et notamment je travaille auprès de personnes autistes. Et du coup, je dis souvent que les personnes autistes, c'est comme un peu des révélatrices de choses dont on aurait besoin aussi en tant que personne neurotypique. Et souvent, voilà, on dit tout ce qui n'est pas dit n'est pas compris pour une personne autiste. Et en fait, je crois que c'est aussi la réalité pour des personnes qui ne sont pas autistes, justement dans des coopérations, dans des couples, dans des binômes, voilà, au sein d'amitié. Et là, tu dis des choses, voilà, très très importantes sur comment on clarifie le message et comment on s'assure du consentement des personnes. Ouais. Puis moi, tu vois, je compte plus le nombre de fois maintenant ou ces dernières années. Avant, je pense que je pensais que je comprenais les personnes. Et au fur et à mesure des années, je pense que je me suis rendu compte qu'en vrai, pas tout le temps. Et je compte plus le nombre de fois où j'interromps des personnes en leur disant, ah, mais en fait, tu me dis ça, je te dis que j'ai compris. Mais en fait, je suis pas vraiment sûre d'avoir compris. Est-ce que tu peux m'expliquer? Est-ce que tu peux m'en dire plus? Et je pense que ça va avec une forme de vulnérabilité, pour moi en tout cas, d'admettre que, bah, en fait, je ne peux pas comprendre tout le temps les gens et que j'arrive pas à lire dans la tête des gens et que oui, j'ai de l'empathie, mais qu'en fait, j'ai besoin que les gens prennent le temps de vraiment m'expliquer si je veux vraiment comprendre les choses et voilà, d'avouer que parfois, ben, je comprends pas tout à fait les choses et en soi, c'est normal en fait, et c'est pas du tout un problème. Et je trouve que c'est aussi se rendre service dans une équipe, dans un collectif, ou même dans une relation d'amitié ou dans une relation de couple, d'avoir ce petit moment où on s'arrête après la phrase de oui, oui, je comprends, de se dire attends, qu'est-ce que j'ai compris en fait? Et est-ce que j'ai vraiment compris ce que la personne est en train de me dire? T'as fait un épisode sur la reformulation, non, Mm. à ce propos? Ouais, mais bon, en fait, ça me parle énormément et c'est précieux, en fait, à plein d'endroits. Ouais, ouais, t'as raison. Peut-être on reviendra sur la dimension de la vulnérabilité, mais là, c'est la deuxième fois que j'entends quelque chose dans ce que tu dis qui est de l'ordre d'une forme de ralentissement. Tu disais les équipes qui restent une nuit ou deux, voilà, avant de prendre une décision, ou alors là, il y a quelque chose qui se dit, oui, oui, j'ai compris, et en fait, ah tiens, prenons le temps de ralentir, et j'ai la sensation que c'est peut-être aussi quelque chose qui a de la valeur. Ouais, complètement. Quand je préparais cet épisode, à un moment, je m'étais dit, en fait, on pourrait faire qu'une conversation autour du temps, en fait. Du temps en fait, de ramener du temps long dans les décisions et de sortir du temps court de l'urgence, qui est un mode de stress. Voilà, notre cerveau, quand il est en mode urgence, survie, attention, il faut prendre la décision tout de suite. C'est pas un mode, en fait, c'est pas un mode où on est connecté à la partie de notre cerveau qui pense long terme, qui pense créatif. En fait, à ces moments-là, c'est beaucoup plus simple de répéter des habitudes relationnelles, des habitudes de fonctionnement de groupe et du coup de se laisser embarquer dans quelque chose qu'on veut pas. Et c'est clair que pour moi, ces temps de pause, c'est des choses qui amènent vraiment de la capacité à du discernement. C'est un peu cette image que j'avais entendue, je pense que ça vient plutôt du bouddhisme.
cette image du verre d'eau, en fait, du quotidien, où voilà, il y a plein de petits cailloux, de la boue, des choses, et en fait, qui est tellement agité que c'est difficile de discerner ce qu'il y a au fond. Alors que quand on pose le verre, qu'on arrête de l'agiter et qu'on regarde ce qui se passe, ça décante au fur et à mesure, et puis du coup, on peut voir le nombre de cailloux, le nombre de graviers, on peut voir un petit peu plus la composition des choses. Et du coup, pour moi, ce que ça implique, et je suis pas la meilleure à faire ça, mais c'est à rallonger les temporalités de prise de décision, notamment pour des trucs importants et pour des trucs où il y a plusieurs personnes impliquées. Et aussi de s'autoriser les grandes décisions qui sont des grands oui. J'ai animé un atelier hier sur comment on écoute, on respecte et on pose ses limites, et comment on écoute, on respecte et on pose, enfin, en tout cas, on écoute, on respecte les limites des autres. Et on a parlé des vrais oui, en fait. Ou les vrais oui, tu vois. Moi, dans mon corps, c'est une sensation d'énergie, en fait. Je sens que j'ai la cage thoracique qui est ouverte. Mon cerveau, j'ai l'impression qu'il y a du soleil à l'intérieur. C'est très bizarre, hein, mais moi, c'est la manière dont ça me le fait. Et je sais que sur ces vrais oui, je peux avoir une temporalité qui est extrêmement rapide. Et en même temps, je vois que ces vrais oui, en fait, c'est aussi parce qu'il y a eu plein de pierres posées au fur et à mesure du temps qui ont conduit qu'à un moment, ma décision, elle jaillisse. Ça a l'air de sortir de nulle part, alors qu'en fait, ça fait des années que je prépare des choses. Tu vois, là, je me suis inscrite hier à une formation. Tu vois, j'ai payé 400 balles d'un coup. En fait, en 5 minutes, j'ai vu le titre de la formation, j'ai vérifié dans mon agenda que j'étais disponible, ça calait bien, j'ai payé ma formation. Et c'est rare pour moi de prendre ce type de décision, mais c'est une formation qui correspond à quelque chose que je cherche depuis 2 3 ans. Du coup, ouais. Donc c'est voilà, c'est pour dire pour moi ce rapport au, au temps, on peut vraiment venir jouer avec le temps dans les décisions qu'on prend, dans la manière dont on interagit en équipe. Et moi, ce qui va m'aider à pouvoir accélérer ou ralentir à des moments, c'est la connexion aux sensations en fait de mon corps, d'écouter les émotions que j'ai à ce moment-là, d'écouter les discours mentaux que je me fais à ce moment-là, et de sentir si là, en fait, il y a de la, voilà, cette sensation d'énergie qui est disponible, de clarté mentale, d'enthousiasme, de confiance, ça va peut-être être un peu compliqué, mais en vrai, j'ai trop envie d'y aller. Là, je pourrais être très rapide. Alors qu'à certaines décisions, je vais sentir qu'il y a de la contraction, qu'il y a de la peur, qu'il y a de l'appréhension, que je revois un peu les situations passées en fait, et je me dis, ah, j'ai pas tout à fait confiance dans ma capacité à le faire. Bah, ce genre de décision-là, je vais les laisser reposer dans le temps. Et peut-être qu'en fait, juste en dormant dessus, bah, je vais me dire qu'en fait, ça va très bien et que je peux la prendre, ou peut-être que je vais me dire, bah non, en fait, j'ai besoin d'un petit peu plus de sécurité avant de pouvoir prendre cette décision. Et je pense que c'est pareil sur les fonctionnements d'équipe. Il y a des endroits en fonctionnement d'équipe où il y a des grands oui, des vrais oui qui sont immédiats et évidents pour tout le monde. Et les endroits de flou, eh ben, faut se laisser le temps de la clarté en fait et du discernement pour arriver à les prendre. Hmm. Bon, c'était un peu long. Non, 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 mais du coup, j'entends voilà, qu'il y a vraiment cette idée de se laisser le temps du discernement et aussi peut-être, enfin, ce que j'entends, comme il y a aussi une pluralité de personnes, il peut y avoir des grands oui et ça nécessite de laisser de l'espace aussi pour des petits non, c'est-à-dire l'idée que tout le monde n'a pas non plus le même avis. Enfin, c'est aussi peut-être ce que j'entendais en filigrane en dessous de toi. Si il y a de la possibilité de se connecter à ces sensations, tout le monde n'aura pas nécessairement eh bien, les mêmes élans. Ouais, et en fait, ce que je me dis en t'entendant aussi, c'est que laisser cet espace du temps, il permet aussi d'avoir plus de nuances que oui ou non. Mm. Il permet d'aller sur du bah non sur ces conditions. Et en fait, moi, mes besoins, ça serait de pouvoir sécuriser tel aspect, par exemple, sécuriser l'aspect financier sur une nouvelle collaboration. Tu vois, là, j'ai pris la présidence d'une association sur laquelle je me suis fait élire sans candidature. Donc en plus, moi, j'avais pas du tout prévu de faire ça. Et je sais qu'en prenant ce mandat, pour moi, une des conditions, c'est d'abord de reposer en fait comment on va fonctionner ensemble le temps que ça nécessite et où je m'autorise très bien à dire si à un moment voilà, je vois qu'en fait, c'était pas suffisamment clair, que j'ai pas eu les infos et que j'ai pas pu donner un oui éclairé, bah, je m'autorise en fait à revenir sur mon choix aussi. Et le temps, il permet ça, d'aller explorer les nuances et d'aller regarder les besoins derrière et de trouver des solutions qui sont vraiment satisfaisantes. Ouais, et là tu nous partages dans cet exemple peut-être quelque chose aussi qui fait du sens pour des équipes, c'est comment on va travailler ensemble. Et du coup, ça, est-ce que tu pourrais dire, voilà, alors concrètement c'est un peu difficile, mais quelle forme ça peut prendre? Bah, la forme que ça peut prendre si on reste sur le temps, c'est de, bah, à un moment réunir votre équipe et de vous dire, bah, c'est
C'est quoi les modalités, enfin, quel est le temps dont on a besoin pour prendre des décisions qui sont éclairées ensemble? Mettons, on a un nouveau client qui arrive, c'est quoi nos besoins en termes de temps? Pour qui est-ce que les décisions, ça va être très simple et très rapide à prendre? Ok, bah peut-être que vous, on va vous mettre sur les appels d'urgence en fait. Pour les personnes qui ont besoin d'un petit peu plus de temps pour, voilà, pour laisser digérer, parce qu'on n'a pas tous les mêmes besoins par rapport à ça, et ben vous, on va vous mettre sur des projets un petit peu plus de longue haleine, les projets peut-être stratégiques en fait, sur lesquels il y a des grosses sommes d'argent qui sont engagées, et vous, on va vous mettre plutôt sur ces décisions. Donc pour moi, c'est des conversations qui sont hyper structurelles en fait à avoir dans une équipe de c'est quoi notre rapport au temps et c'est quoi notre rapport au temps dans la prise de décision. Mm. Et peut-être, il y a un truc, enfin voilà, un partage que j'aimerais te faire et que tu puisses me dire comment ça résonne pour toi. Récemment, j'ai accompagné voilà, une équipe sur une journée de cohésion, puis quand j'avais un peu cadré la demande auprès de chaque participant et participante, il y avait quand même une dimension autour de la communication. Donc c'était pas simplement une forme de cohésion, un truc un peu léger, mais il y avait quand même un enjeu autour de la communication. Et du coup, j'ai proposé de travailler autour d'un cadre justement de confiance, quelque chose qui pouvait être assez rapide et qui finalement a été vraiment lent, mais dans la lenteur, parce que les personnes se sont autorisées à dire, enfin, parce qu'au début, tout le monde va dire oui, ça me va. Et en fait, quand j'invite à du silence et de dire ok, qu'est-ce qui frotte peut-être? Où est-ce que j'ai besoin d'avoir de la clarification? Les personnes, finalement, s'est rendu compte qu'il y avait des choses, oui, qui étaient liées, mais ça, non, pas tout le temps. Ça dit comme ça, qu'est-ce que tu veux dire par là? Et est-ce que ça aussi, ça en fait partie? Ouais, 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 complètement. Ah oui, c'est super de laisser ce temps d'explicitation. Et ce que j'entends, c'est que ce que tu as fait, c'est que tu leur as laissé le temps, pas seulement de regarder et de faire un oui, oui, c'est bon, c'est OK pour moi, mais vraiment, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire ces mots-là? De quoi est-ce que j'ai besoin pour être vraiment en accord avec ça? Qu'est-ce que je peux clarifier? Qu'est-ce que je peux amender? Et c'est une super manière de le faire. Moi, je vois quand je le fais avec des groupes, ça prend beaucoup plus de temps, mais derrière, le groupe fonctionne beaucoup mieux. Et c'est cette Mm. question du temps, c'est d'investir du temps pour créer les bases qui font que la confiance, elle va se construire au fur et à mesure. Si on n'a pas déjà une terre qui est, voilà, qui est fertile, qui est un peu arrosée, bien aérée, et bien derrière, on va essayer de planter des graines et ça va pas prendre en fait. Ouais, ouais, il y a vraiment cette dimension dans ce que tu partages qui est Mm. de nourrir la terre, prendre ce temps au démarrage et pour que derrière ça puisse être plus Mm. fertile. Il y a une question que moi j'aime beaucoup, je pense que je vous l'avais posée dans le groupe auquel tu étais venu. C'est une question que je pose beaucoup à des démarrages d'accompagnement. Je pose deux questions aux personnes. C'est comment est-ce que je vais prendre soin de moi pendant cet accompagnement? Donc déjà, ça fait cette réflexivité de ah mais en fait de quoi est-ce que j'ai besoin en ce moment? Ah oui, je suis fatiguée, donc je vais faire peut-être un peu plus de pause, je vais peut-être m'autoriser à poser des questions, nanani, nanana. Et je leur demande qu'est-ce que vous voulez amener comme type de soins au groupe. Et après, on pose le cadre de la formation et c'est beaucoup plus riche en fait parce qu'il y a beaucoup plus de nuances et que les gens ont eu le temps de se connecter à eux-mêmes. Parce que c'est ça qui est complexe, moi je trouve, dans le fait de poser des cadres, c'est qu'il y a un biais de conformité il y a un cadre qui est affiché, on dit oui parce que c'est plus simple et que c'est plus rapide d'adhérer à ça sans réserve que de vraiment se poser la question de ce que ça implique. Hmm. Mm. Ouais, de ce que ça implique. Et là, tu dis en réciprocité, c'est-à-dire comment je vais prendre soin de moi et comment je peux prendre soin des autres. Et du coup, parfois, il peut y avoir cet écart aussi. Et qu'est-ce que je peux offrir qui est peut-être plus dur? Ouais, et puis moi je crois aussi qu'une équipe peut pas répondre à tous les besoins de toutes les personnes. J'écoutais hier une interview du fondateur de Veja, les chaussures, sur un podcast Génération Do It Yourself. Et ce que j'ai adoré, c'est que le fondateur de Veja disait, bah, nous en fait on n'est pas une famille parce qu'on maintient des barrières et qu'on maintient des frontières. Où en fait, moi je peux le voir beaucoup dans certains types de collectifs, il y a un peu cette espèce d'osmose en fait qui se fait de on est d'accord avec tout et on a tous les mêmes valeurs et on est une famille et on s'adore. Et ça peut être très très chouette en fait. Moi j'ai vécu de 7 ans dans une association, il y avait de ça et c'est hyper agréable à vivre. Et en même temps, moi je me rends compte que parfois dans des environnements comme ça, et je pense que voilà, je le vois, je suis pas forcément la seule, bah, c'est difficile
de s'individuer parfois dans des Mm. environnements comme ça, et ça demande vraiment une capacité à discerner, à être très assertif par rapport à ses propres besoins et avoir de l'espace pour se désengluer de la vision collective et d'avoir de l'individuation. Et je pense que ça, c'est même une des étapes de maturité d'un groupe. Moi, je le vois dans les groupes que j'accompagne, quand il y a et cette capacité à et faire corps et faire groupe, à avoir un objet collectif, un sens collectif vers lequel on fait corps, et en même temps avec des individus qui sont centrés, en fait, qui existent dans leur propre monde, qui ont leurs compétences, qui ont leurs forces, qui ont des désaccords, des accords, bah, ça donne des équipes qui fonctionnent hyper bien parce qu'il y a et les singularités les uns des autres et du sens collectif. Mm. Ouais, ouais, donc, juste je renomme parce que c'est important, je pense que tu partages. Il y a cette idée vraiment de laisser de l'espace à chacun, en fait, justement, dans ces formes de prise de décision. Est-ce que c'est ça? Ouais, ouais, c'est ça. Et en tout cas, on va dire si on veut construire une organisation où il y a de la confiance, de la sécurité, de la joie et une forme de, je sais pas, d'autonomie des personnes, c'est des ingrédients qui vont l'aider. Et en vrai, dans certains types d'organisations, dans certains types de métiers, ça va être peu accessible de faire ça parce que la conformité du cadre, elle est ultra importante. Tu vois, moi, je connais pas très bien ce monde-là, mais je me pose la question de si ce qu'on se dit, c'est applicable dans, je sais pas, dans une unité de raid, par exemple Mm. ou dans, je sais pas, chez les pompiers. Est-ce que ça va avoir du sens quand on est en intervention de crise? Est-ce que là, ça a du sens d'avoir de l'individualité? Je me dis que oui, en fait, quand on est à la caserne, quand on échange, mais sur le coup du feu, bah là, on a besoin de tout mettre au service du collectif. En fait, là, il faut qu'il y ait des cadres et des règles très, très définies. C'est Ouais. peut-être deux niveaux de lecture différents, mais ouais, c'est pour apporter de la nuance. J'aime bien faire ça. Ouais, 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 carrément, carrément. Donc l'un n'empêche pas l'autre et il y en a un qu'on va mettre au cœur à certains moments et le projet, le collectif, l'individu, voilà, c'est où est-ce qu'on met la... Ouais, et puis c'est ce truc de comment il y a de la place pour les deux, tu vois. Mhm. Je pense aussi au couple ou à l'amitié. Tu vois, parfois il y a cette phase de fusion, en fait, où ce qui se crée à deux en tant que couple, il va prendre beaucoup plus de place que les individus. Et c'est hyper chouette parce que ça permet de créer des repères communs, des valeurs communes, et c'est la même chose pour des boîtes ou des assos. Mais par Mhm. contre, si on est tout le temps là-dedans, bah, on respire plus, en fait, au bout d'un moment. Donc c'est comment on retrouve aussi de l'individuation et comment on recrée de l'espace, typiquement dans une organisation qui est voilà, un petit peu dans ce mode-là de fusion, mais à nouveau qui est très chouette en fait pour construire du commun, construire des valeurs. Mais ça peut être très intéressant à ces moments-là de se dire, ah mais tiens, en fait, c'est quoi les talents cachés des uns des autres? Mhm. Ou d'organiser un truc qui porte à débat, qui porte à controverse, d'amener de la clarification et voilà, de recréer ces espaces où on se redécouvre en tant que collègue. Et ça, c'est hyper beau aussi quand il se passe ça et qu'on voit au-delà du collectif et au-delà voilà, du truc commun qui se crée. Ah, mais tiens, en dessous, il y a plein de pépites qu'on connaissait pas et qu'on connaissait plus et qu'on a envie de recommencer à découvrir. Et c'est Mhm. hyper chouette de vivre ça. Mhm. Trop bien. Ouais, redécouvrir ce qui est là, voir ça avec un autre regard, faire de la place à ça, ouais. Mhm. Trop bien. Et du coup, tu nous disais sur la sécurité psychologique, tu as évoqué la dimension de la clarté, du temps aussi pour pouvoir discerner, et tu avais commencé à aborder la question de la vulnérabilité. Est-ce que peut-être tu veux y revenir? Carrément. Puis je veux bien peut-être apporter une définition à la sécurité psychologique comme Ouais. ça pour les personnes qui Ouais. nous entendent et qui se disent Attends, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un concept qui a été beaucoup développé dans les années 50, plutôt par Carl Rogers, donc ça vient plutôt de la psychologie, et qui a été repris dans les années 90 par une dame qui s'appelle Amy Edmondson, qui est chercheuse plutôt sur les sujets de management, de leadership à l'université de Harvard, et qui décrit ça comme le fait en tout cas la croyance que dans une équipe, si je prends la parole, si je suis d'accord, pas d'accord, que je partage une peur, une crainte, que je remonte un problème ou une erreur, que je vais pas être punie ou humiliée parce que je fais ça. Et que dans cette équipe, je me sens suffisamment en sécurité pour prendre des risques interpersonnels. Mm. Et du coup, pour moi, cette sécurité psychologique, c'est vraiment cet état de, tiens, est-ce que là, si je me positionne en dehors ou dans le groupe, est-ce qu'on va m'humilier? Est-ce qu'on va me rejeter? Qu'est-ce qui va se passer en fait? Qu'est-ce que j'anticipe de la réaction des autres? Pareil, qu'est-ce que j'anticipe de la réaction des autres si je commence à me planter à faire des erreurs ou si je leur demande de l'aide sur quelque chose? Qu'est-ce que j'anticipe que les autres vont réagir?
si mon rôle n'est pas clair, si je ne sais pas tout à fait comment contribuer, ou au contraire, si je m'engage à quelque chose et que je me désengage, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que les autres vont faire si à un moment je commence à pointer du doigt les dysfonctionnements ou à avoir des nouvelles idées qui sortent un petit peu de l'habitude? Mm. Et j'aime bien revenir aussi sur ces notions assez concrètes en fait c'est de la sécurité pour être inclus, pour contribuer, pour innover, pour challenger, pour apprendre. Et c'est pas juste un état intérieur de sécurité intérieure. Parce qu'en fait, ça, on peut pas le faire pour les gens. Moi, je sais pas ce qui te met en sécurité. Je peux pas, j'ai pas une baguette magique où je peux décréter maintenant tu es dans un espace sécurisé, sans toi en sécurité. Bah, peut-être pas en fait. Peut-être que tu vis des trucs difficiles dans ta vie, peut-être que tu as des expériences vécues qui font que l'accès à la sécurité, il est complexe en fait. Mais par contre, c'est comment dans une équipe, on va mettre en place tout un ensemble de choses qui vont aider les gens à pouvoir être dedans ou dehors, à pouvoir apprendre, à pouvoir se positionner dans des projets, à pouvoir contribuer et à pouvoir challenger. Et la vulnérabilité, pour moi, c'est très lié à est-ce que je me sens suffisamment en sécurité pour parler de quelque chose qui peut être perçu comme une faille ou de quelque chose où je me sens pas tout à fait à l'aise, de peut-être quelque chose sur lequel j'ai peur en fait. Pour moi, la vulnérabilité, elle est liée à ça. Faudrait que je reprenne la définition de Brené Brown, je l'ai pas en tête, mais c'est quelque chose qui est lié à une forme d'imprévisibilité en fait. La vulnérabilité, c'est il y a quelque chose qui est intangible et qu'on ne connaît pas tout à fait en fait. Fun fact, on a fait une pause dans l'enregistrement de ce podcast. Je suis en vulnérabilité parce que je me souvenais plus de la définition de Brené Brown, qui est une chercheuse en sciences sociales à l'université de Houston et pour moi qui est une de mes références sur ces sujets-là. Et du coup, voilà, je l'ai retrouvé. L'idée dans la vulnérabilité, c'est cette émotion, cette sensation qu'on va ressentir dans des moments d'incertitude, de risque et d'exposition émotionnelle. Des endroits où il y a de l'incertitude, du risque et de l'exposition émotionnelle. Et en réalité, c'est ça qui peut se passer en fait à des moments où voilà, on se sent suffisamment en sécurité pour faire quelque chose, mais que c'est quand même vulnérable. En fait, on peut se sentir en sécurité et quand même avoir peur, et quand même qu'il y ait une forme de risque et d'incertitude et d'exposition émotionnelle. Et justement, je trouve que c'est le marqueur de c'est un des grands marqueurs pour moi de sécurité de pouvoir faire preuve de vulnérabilité. Et en plus, ce qui est assez génial, c'est que si moi je fais preuve de vulnérabilité, ça autorise les autres à pouvoir le faire et du coup, ça augmente notre niveau collectif de sécurité psychologique. Je vais donner un exemple. On sort un peu des définitions. Il y a un mois à peu près, j'ai organisé une session radicale collaboration pour une super boîte que j'adore et qui est une boîte où ils ont un gros succès commercial. C'est super en fait, ils ont une grosse croissance de leur chiffre d'affaires et en fait ils ont tellement cru et ils n'ont pas suffisamment embauché entre deux et du coup ça a mis les équipes un petit peu en tension en fait. Ah bah tiens on a trop de travail et on est en sous-capacité en termes d'humains. Et donc c'était 3 jours qu'on allait passer, 2 jours qu'on allait passer sur voilà, la notion de collaboration, de conflit. Et une des deux dirigeantes de cette boîte a eu ce moment assez chouette en fait au début de la formation où elle a partagé, bah voilà, où on en est, on sait qu'aujourd'hui on travaille trop, on sait et on s'est planté et on en est désolé, on n'a pas embauché assez vite. Et aujourd'hui, voici ce qu'on va faire. Et après, elle a repris sur le programme. Et je trouvais que c'était très beau de sa part, en fait, d'avoir cet acte de vulnérabilité, d'admettre, en fait, qu'il y avait eu une erreur qui avait été faite, mais sans s'en excuser pendant 400 ans. Elle n'a pas passé 3 phrases ou même 10 phrases à expliquer pourquoi ils l'ont pas fait ou à se justifier ou à essayer de chercher la sympathie des personnes. Non, elle a admis ça. Bah voilà, on a fait une erreur. C'est là où on en est. Aujourd'hui, on prend acte et on va avancer sur ces sujets parce qu'on a envie d'avancer ensemble. Et pour moi, ça crée et ça autorise en fait un niveau de sécurité psychologique dans le groupe où soudainement ils disent, ah ok, la dirigeante se plante et elle l'admet et on peut quand même avancer. Et bah, peut-être que ça veut dire que moi aussi j'ai le droit de me planter, de l'admettre et d'avancer sans que les gens m'humilient, sans que les gens me rejettent. Mm. Et, et moi, c'est ce que je vis aussi, tu vois, dans mes relations, que ce soit mes relations personnelles ou mes relations professionnelles, les relations où, à des moments, je peux dire que je me plante, où je peux demander de l'aide, où je peux parler de mes incertitudes, de mes peurs, de mes craintes, c'est des relations où il y a de la sécurité psychologique.
Parce que je vais pas me rendre vulnérable auprès de gens avec lesquels je me sens pas en sécurité, sinon ça va créer de l'insécurité. Et là, j'ai le cas en ce moment d'un gros événement de vie que je dois gérer où bah, je me sens pas suffisamment en sécurité et du coup, bah, je rentre pas en vulnérabilité en fait. Et je me mets pas à moi-même une injonction de non, mais il faut être ouvert, il faut être transparent, il faut tout partager avec les gens. Bah, en vrai, non, si je partage ça et que ça me met en danger, je vais pas le faire. Mm. Donc ça revient à mon propos du tout début, en fait, de se dire, soyons pas rigides dans notre envie qu'on se partage des choses. Oui, c'est chouette d'être vulnérable, de se partager des choses, d'être ouvert, d'être transparent, de se montrer, de se révéler au monde. Mais déjà, de une, tout le monde n'a pas envie de ça. Et c'est pas une question de ce qui serait bien et ce qui serait pas bien, c'est juste des questions de préférence personnelle. Donc de une, tout le monde n'a pas envie de ça, et de deux, bah, il y a des conditions qui parfois sont pas réunies et qui vont nous mettre en insécurité de partager en grande ouverture ou en grande vulnérabilité. Ouais, c'est ça, je crois que dans tout ce que tu partages, il y a vraiment cette dimension des conditions, de conditions qui vont nous permettre ou non de le faire, et après en prenant en compte les préférences individuelles de chacun. Et là, ce que tu disais, c'était comme s'autoriser, c'est permettre à l'autre aussi de s'autoriser, il y a vraiment cette dimension-là. Tire un fil, c'est un peu ma marotte en ce moment, mais tu vois, typiquement, si dans une équipe, pour les personnes qui nous écoutent, je sais pas si vous êtes peut-être dans une équipe, dans un collectif ou à un endroit et que vous avez envie que les gens partagent plus et que vous vous dites, ah tiens, c'est bizarre, les gens ils évitent un peu les sujets ou ils disent pas forcément les choses, ils font pas forcément de feedback correctif. Une option, c'est de se dire, on va les former à la CNV, à la radicale collaboration, à plein de choses. Et une autre option, c'est de se dire, mais qu'est-ce qui fait que dans notre organisation, les gens ne se sentent pas en sécurité pour le faire? Et du coup, on agit à des niveaux très différents. Et voilà, moi j'adore hein, faire la radicale collaboration et c'est utile à plein d'endroits, mais c'est aussi utile de se poser les questions de comment on crée ces conditions dans l'organisation pour que, avec toutes les meilleures compétences du monde, les gens peuvent se former pendant 400 ans à l'SNV, mais s'ils ne se sentent pas en sécurité, ils ne vont pas partager. Et je leur souhaite de ne pas partager s'ils ne se sentent pas en sécurité. Oui, d'ailleurs, c'est un préalable pour toi ou pour quiconque formerait à ces sujets-là, finalement, de pouvoir cultiver cette sécurité-là, parce que c'est pas du tout possible, du coup, d'amener justement à cela quand il n'y a pas une sécurité initiale. Et cette sécurité, vraiment pour insister dessus, c'est pas une sécurité de je me sens 100% sûre de tout. Parce qu'on l'a dit, en fait, là, parfois, situation de sécurité psychologique, il y a de la vulnérabilité. En fait, il y a des endroits où c'est difficile, où c'est inconfortable, mais la sécurité, c'est qu'est-ce qui va se passer derrière si je fais ça? Est-ce que les gens vont me tomber dessus? Comment les gens vont réagir? C'est ça, en fait, le marqueur de sécurité. C'est la confiance dans la réaction de l'autre, où même si c'est inconfortable, même si c'est difficile, les gens vont pas être violents, les gens vont pas nous rejeter, les gens vont pas nous humilier, mais ils vont nous écouter et co-construire ensemble. Et peut-être que ça fera une conversation qui est un peu inconfortable, peut-être que l'autre, il se mettra un petit peu sur la défensive, mais en global, c'est une relation où on peut se dire les choses et que ça crée de la relation et que ça permette de répondre vraiment aux besoins des personnes. Mm. Ouais, c'est justement là-dessus que je voulais revenir parce que tu as fait plusieurs fois que tu le nommes dans la sécurité psychologique, cette dimension de voilà, la peur, le non-souhait d'être rejeté ou humilié. Alors, c'est peut-être des mots qui peuvent sembler forts et moi je me dis que justement dans cette dimension d'amener de la clarté derrière les mots, est-ce que tu pourrais te dire, en fait, être rejeté ou humilié, peut-être qu'il y a des personnes qui disent ah non, mais quand même, justement, mon équipe elle est super sympa, je veux pas être rejeté ni humilié, mais il y a des choses qui sont beaucoup moins tangibles. Merci de poser la question. Dans la théorie de l'élément humain sur laquelle on se base beaucoup en radicale collaboration, on considère qu'on a trois grandes peurs archétypales. La première peur, c'est la peur d'être ignoré, donc c'est la peur d'être transparent en fait, de pas être vu. C'est cette peur de je vais rentrer dans une réunion et les gens vont pas me dire bonjour. Ils vont pas me saluer, ils vont pas prendre en considération le fait qu'on est 12 autour de la pièce et en fait, bah, il y aura que 8 chaises et du coup les 4 stagiaires ils vont devoir se mettre debout. En fait, voilà, donc il y a déjà cette première peur de est-ce que je vais être pris en considération? En fait, c'est un besoin d'être pris en considération. Un deuxième archétype de peur qui est un petit peu plus autour de la compétence. La peur d'être pointé du doigt si on fait une erreur, la peur de pas se sentir capable de, la peur de pas avoir les outils en fait, de pas se sentir à la hauteur, la peur d'être écrasé en fait par les autres. C'est ce qui peut se passer un peu parfois dans des combats de coq entre
des personnes qui se battent pour acquis le plus de diplômes, acquis le plus de compétences. C'est cette peur-là, en fait, un peu archétypale de je vais pas être à la hauteur. Et ça, on peut nous montrer de plein de manières qu'on n'est pas à la hauteur, en fait. Il peut y avoir le petit sourcil, les yeux qui se lèvent, la petite remarque passive-agressive. Ouais, t'es bien, ta présentation ce matin, c'est sympa, le comics en MS. Ouais, c'est très, très années 90, mais ouais, c'était très bien. En fait, par plein de petites remarques, ça peut être ça. Et la troisième catégorie de peur, c'est plutôt les peurs autour de l'aimabilité. J'ai peur qu'en fait, si les gens savaient tout de moi, ils ne m'aimeraient pas telle que je suis dans toutes mes singularités. Et du coup, je peux pas tout montrer aux gens. Parce qu'en fait, peut-être qu'ils vont m'exclure, mais parce que je suis comme ça. C'est voilà, autour de toutes les questions sur les discriminations, on pourrait parler hein, de qu'est-ce qui se passe en fait si je dis à mes collègues que je suis lesbienne, qu'est-ce qui se passe que si je dis à mes collègues qu'en fait j'ai une maladie chronique, qu'est-ce qui se passe en fait si tout ça se passe. Et tu vois, quand on parle de rejet, d'humiliation, voilà, le rejet, ça va être plutôt la première partie, en fait, c'est voilà, même on me voit pas, en fait, c'est enfin l'exclusion, en fait. On me voit pas, on m'exclut, on me prend pas en considération, ça peut être juste des comportements d'ignorer, en fait. On nous ignore, on nous abandonne. La deuxième catégorie de l'humiliation, c'est un peu ces comportements de tout ce qui nous fait nous sentir qu'on n'est pas à la hauteur. Le retour je sais pas, je parle à la personne A, et en fait qui a dit à la personne B qu'elle me trouvait pas hyper à la hauteur sur ce que je donnais comme formation. C'est très intangible, mais finalement, ça joue en fait, et ça peut Mhm. venir appuyer sur la sensation de sécurité psychologique. Moi, j'ai eu le cas comme ça d'une situation dans laquelle je me suis retrouvée, où j'ai entendu par une tierce personne qu'une des personnes avec lesquelles je bossais, elle me trouvait pas hyper compétente. Bah, du coup, moi, je me sens pas en sécurité en fait avec cette personne-là, et j'arrive pas à lui faire du feedback correctif parce que en fait, je me dis, mais si je lui dis ça, elle va venir se plaindre à d'autres personnes, elle va pas m'en parler directement, parce que c'est ce qui s'est passé. Et oui, et justement sur ce point-là, tout à l'heure tu disais que en fait la confiance, ça se construisait, mais ça se réparait aussi, ça pouvait se déchirer, se réparer. Et là-dedans, dans ce partage-là, en fait l'idée c'est pas de ce que tu partages, c'est pas forcément que ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas te dire, mais c'est peut-être la forme que cela va prendre, comment on va prendre soin de la relation là-dedans. Est-ce que tu pourrais peut-être nous en dire plus sur comment on nourrit justement cette sécurité psychologique en disant quand même. Oui, clairement. Bah, là, typiquement, en fait, moi, j'aurais vraiment préféré que cette personne, elle vienne me le dire directement. Elle vienne me dire, bon, bah, Lily, voilà, sur tel truc qu'on a co-animé ensemble, bah là, ce message, j'étais pas d'accord avec ça. Ou ce moment-là spécifique, en fait, je sais pas si je t'ai pas trouvée compétente, je sais pas comment j'aurais réagi à ça, mais voilà, moi, ce qu'on m'a appris, et voilà, moi, comment j'aurais aimé faire les choses. Est-ce qu'on peut en parler? Mhm. Ça, je l'aurais vachement mieux pris en fait. Ça veut Mhm. pas dire que ça aurait été une conversation confortable. J'aurais sûrement été sur la défensive un petit peu. J'aurais eu besoin de temps. J'aurais eu besoin de me rassurer. Peut-être d'aller faire une session de supervision derrière sur ah, en fait, est-ce que je suis vraiment à la hauteur ou pas? Parce que moi, c'est un bouton sensible pour moi. Mais il y a plein de manières. Et moi, je préfère que les gens me disent les choses, quitte à ce que ça gratte, que les gens ne me disent pas les choses et qu'en fait la relation elle se distende au fur et à mesure du temps. Et moi ce que ça implique c'est aussi d'avoir plein de manières dont je peux prendre soin de moi pour que parfois quand il y a ces conversations qui sont inconfortables, quand il y a ces endroits où en fait une relation se disloque ou se tend, bah, de se dire tout ne dépend pas que de cette relation-là et j'ai d'autres endroits de sécurité où je peux aller chercher des ressources pour réinjecter de la ressource dans cette relation-là, cet endroit-là. Ou la quitter en fait, si c'est plus une relation qui est OK pour moi. Parfois il y a voilà, des trahisons, il y a des trucs que moi j'ai fait dans des relations, ou que d'autres ont fait dans des relations qui justifient tout à fait d'arrêter la relation. Et c'est tout à fait OK, mais de se dire quand il y a besoin, quand il y a une envie commune de continuer à collaborer ensemble, à bosser ensemble, à être en couple ensemble, bah, on a tout intérêt à pas laisser passer les trucs. Mhm. En fait, c'est un peu, voilà, si je suis un petit peu plus concrète au quotidien, c'est ce truc au quotidien, il y a des petits cailloux dans la chaussure, il y a des trucs qui vont nous énerver, et c'est déjà de prendre ce temps du discernement de, ok, est-ce que ça m'énerve vraiment? Est-ce que, voilà, si on reste en relation au long terme, ça va poser un problème et ça va revenir? Si oui, il faut aller en parler rapidement à la personne, pas tout de suite, là maintenant, mais aller en parler. Et en vrai, bon, en fait, là, bah, c'est une différence de préférence. J'aurais pas fait comme ça, mais en vrai,
bah, c'est pas grave en fait si elle continue à faire comme ça, et là je vais pouvoir accepter en fait ce qui se passe à cet endroit-là. Parce que le but du jeu, c'est pas non plus de tout corriger et de tout réparer tout le temps en permanence, parce que sinon on va passer notre temps aux gens à dire ah, ça me gêne, ça me gêne, ça me gêne, ça me gêne. Wow, mollo lastico. Parce que nous, il y a forcément des trucs qu'on fait qui gênent aussi les gens. Et c'est Mm. normal. Mm. Ouais, et du coup, ce que tu partages, c'est que finalement, c'est pas forcément le dire tout de suite. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il y a des espaces, comme des espaces-temps, qui sont plus favorables à ça, par exemple? Je fais le parallèle avec tout à l'heure, tu parlais justement de la temporalité. Est-ce que ça vaut le coup? Que ça peut être une piste. Bah, moi, je peux te parler de mon processus, et peut-être que ça marchera pour les personnes qui nous écoutent, ou peut-être que vous avez d'autres processus. Mais moi, typiquement, quand je sens que j'ai un sujet très chaud comme ça, un feedback que je dois faire à quelqu'un et qui est désagréable, je vais pas réagir à chaud tout de suite. Je vais mâchouiller un petit peu dans ma tête. Et après, souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais en parler à quelqu'un dans ma vie perso, en fait, à des amis, à des personnes de confiance, pour avoir un deuxième son de cloche. Voire parfois un troisième son de cloche. Ce qui va m'aider aussi, ça va être d'écrire. Voilà, j'ai des habitudes d'écriture depuis hyper longtemps et c'est quelque chose qui m'aide à processer. Voire parfois, je vais aller faire, si c'est un cas professionnel, je vais aller faire une session de supervision pour m'aider à prendre un troisième point de vue sur la situation parce que parfois je suis tellement prise en fait dans ce qui est en train de se passer que je pourrais pas en sortir et sortir la tête de l'eau. Et ce à quoi j'essaye d'arriver derrière, c'est en fait de quoi est-ce que j'ai besoin dans cette situation et si l'autre peut pas répondre à mes besoins, comment moi je peux y répondre, comment d'autres personnes peuvent y répondre. Comme ça, j'ai un peu un parachute où je mets pas tous les enjeux sur cette personne-là et de venir et de voir en fait c'est quoi mon intention avec cette personne, qu'est-ce que j'ai envie de vivre avec elle au long terme. Mm. Et moi, de me reposer cette question-là, ça m'aide vraiment à discerner. Et parfois, en fait, ça va même faire que j'ai pas cette conversation avec la personne parce que finalement, c'est pas important, en fait. C'est juste moi qui me suis énervée sur un truc toute seule, alors qu'en fait, j'avais pas bien dormi, j'avais pas assez mangé, j'étais mal lunée, il y a un truc qui m'a saoulée. Et en fait, en dormant bien, le lendemain, c'est plus tout à fait là. Donc, il y a plein de manières de gérer ça. Et je dis ça en ayant conscience qu'on a tous des rythmes différents par rapport à ça. Il y a des personnes qui vont être très feu, en fait, très à chaud, en mode ouais, je vais dire les trucs tout de suite, ça passe ou ça casse, mais au moins c'est fait. Et pour eux, quand c'est dit, en fait. Ils vont plus revenir après dessus. Il y a d'autres personnes qui sont très terre, en fait. Ça va prendre longtemps, ça va monter. Et puis quand c'est là, l'inconfort est là, et ben il va rester un bout de temps là. Et puis ça va prendre du temps, en fait, après, derrière, à partir. Il y a des personnes qui vont être très aériennes un coup, ah ça arrive, et puis je pense à ça, ah puis non, finalement je pense à ça, et qui vont être voilà, plutôt dans des idées qui vont partir dans tous les sens. Il y a des personnes qui sont ouais, qui sont peut-être un peu plus haut dans cette manière-là de faire des feedbacks. Ah ok, je sens qu'il y a quelque chose qui monte, ok, il y a une vague émotionnelle, et une fois que la vague est redescendue, il y a plus de clarté, et là, c'est le moment de pouvoir partager. Moi, je fonctionne plutôt comme ça, en fait. Moi, j'ai besoin ouais, qu'il y ait un truc qui monte, d'arriver jusqu'au moment où, ah là, je sens que ça, c'est le vrai sujet, pour ensuite aller partager. Que je comprends de ce que tu partages là, c'est que finalement, je demandais s'il y avait des espaces-temps qui étaient dédiés pour ça. Et toi, ce que tu dis, c'est qu'il y a une dimension de connaissance de soi et d'interconnaissance, de connaissance de l'autre aussi pour peut-être prendre soin de comment l'autre fonctionne et comment je peux offrir ce feedback-là à Et puis c'est de l'autre. poser la question à l'autre personne en fait. C'est là, bah voilà, là il y a un truc que j'aimerais bien te partager. C'est important pour moi de te le partager pour voilà prendre soin de notre relation de collaboration, pour prendre soin de notre couple. Je sais pas, je suis peut-être pas tout à fait à l'aise, j'ai peut-être un peu peur de t'en parler. Ce serait quoi le bon moment pour en parler? Peut-être que vous pouvez parler de votre peur ou pas, hein, mais c'est voilà, est-ce que là t'as de la bande passante? Comment tu te sens? Pour éviter un peu cet effet voilà, du retour à la maison à 20 heures après une grosse journée de travail ou je sais pas, avec la personne avec laquelle vous vivez, tout le monde est sur les rotules, le faut qu'on parle à 20 heures ces jours-là, franchement, il passe pas bien. Alors que ce truc de se dire, ok, là il y a un sujet, ce serait cool qu'on en parle. Peut-être on peut s'en parler un peu 10 minutes et puis après on laisse reposer, on revient dessus demain. Ok, trouver la juste temporalité. Et honnêtement, ouais, le fait de pas réagir à chaud, généralement, ça permet de venir avec beaucoup plus de discernement. Ça veut Mm. pas dire que c'est moins stressant, mais quand il y a de la sécurité psychologique, ça fait partie des ingrédients En tout cas, pour moi, la possibilité de se laisser du temps et de pas résoudre les trucs dans l'urgence, ça peut créer de la sécurité psychologique et la renforcer.
Se dire, mais en fait, on n'est pas dans une relation où il y a tellement d'insécurité, tellement d'urgence qu'il faut tout répondre tout de suite, là maintenant, dans l'urgence, dans cette espèce de fébrilité, en fait. Mm. Si vous sentez qu'il y a cette fébrilité, bah, c'est peut-être l'invitation à pouvoir mettre plus de sécurité, plus d'écoute mutuelle, plus de compréhension, plus de calme, peut-être d'autres personnes qui peuvent aider à faire ça. Ouais, trop chouette. Est-ce que peut-être sur ces sujets, il y a des choses qu'on n'aurait pas encore dites? Ouais, il y a peut-être un truc important pour moi qui est de dire sur ces sujets de sécurité psychologique, ça peut être... parce que je sais quand je fais des ateliers là-dessus, parfois il y a un peu... peut y avoir des réactions du style, ah mais en fait, moi je me sens en sécurité dans aucune de mes relations. Et ça peut avoir un effet un peu déprimant, attristant, ou même ça peut créer de la colère. Et moi, je suis persuadée, et c'est voilà, plein de personnes qui m'ont formée, qui m'ont aussi transmis ça, qu'il y a forcément des endroits de sécurité dans les vies de toutes les personnes, parce que c'est comme ça qu'on reste en vie aussi. On est des animaux sociaux, on a besoin de sécurité. Et c'est peut-être une invitation pour les personnes qui nous écoutent à penser à ces personnes qui sont des îlots de sécurité, ou s'il y en a peu en ce moment dans vos vies, à penser à des personnes qui ont été des îlots de sécurité à des moments dans votre vie, qui ont, voilà, c'est des personnes avec lesquelles vous sentez que vous pouvez être vous-même, des personnes qui ont été là pendant les moments durs, des personnes qui ont de l'attention envers vous. Ces personnes où vous savez que, voilà, si vous les appelez à 23 heures, ils vont décrocher, ou que c'est des personnes auxquelles vous pouvez vous référer et penser quand vous avez des grosses décisions de vie à prendre, me dire, ah mais tiens, comment est-ce que ma grande-tante qu'est-ce qu'elle ferait en fait à ce moment-là? Et je suis persuadée qu'on en a tous en fait, ces îlots de sécurité. Parfois il n'y en a pas beaucoup, parfois ils sont peu dans le présent, et parfois on en a plein et c'est génial. Et de construire en fait de la sécurité en partant de ces îlots-là, moi je trouve ça beaucoup plus fort que d'aller regarder tous les endroits où il y a de l'insécurité et d'essayer de faire monter de l'insécurité. Non, d'abord on renforce la sécurité là où elle existe déjà. Ouais, trop bien. Et du coup, dans une équipe, justement, pour construire cette sécurité, ton invitation, ce serait de se dire, tiens, qu'est-ce qui m'a nourri, justement, qu'est-ce qui me nourrit dans ces îlots de sécurité? Ouais, et c'est quoi les moments où on a réussi à traverser des crises ensemble? Qu'est-ce qui nous a aidés à ces moments-là? C'était qui les personnes? C'était quoi les forces? C'est quoi les histoires, les récits qu'on a en collectif? Et c'est beaucoup plus motivant que de parler de tous les problèmes et d'aller regarder les racines des problèmes, de pourquoi nous avons des problèmes. Mhm. On peut le faire. Je dis pas que c'est jamais intéressant, mais je trouve ça beaucoup plus doux et plus fort d'accompagner des équipes à utiliser leurs forces et leurs compétences. Parce que pareil, si ils n'avaient pas su résoudre des crises, s'ils n'avaient pas su se créer de la sécurité, bah, ils bosseraient plus ensemble en fait. Donc il y a forcément des endroits de sécurité dans toutes les équipes, des endroits de sécurité, des endroits de confiance. Et c'est comment est-ce qu'on prend ces endroits de confiance et qu'on les fait grandir. Tu vois, moi j'ai le cas quand je prépare des interventions et que je fais des appels individuels avec tout le monde, j'essaye d'identifier les relations de binôme qui vont bien. Parce que parfois, même dans une équipe où tout le monde se prend la tête avec une ou deux des personnes, bah, peut-être que ces deux personnes, et ben, ensemble, elles ont de la sécurité ensemble. Ou peut-être qu'il y a une des personnes dans l'équipe qui joue un rôle qui est hyper facilitant, et là, il y a un endroit de sécurité. Et ben, du coup, moi, dans ma formation, dans mon accompagnement, je vais mettre ces gens en binôme, en fait. Je vais accentuer la sécurité qui est déjà là. Le but, c'est pas de maltraiter les gens. Bon, parfois on le fait hein, dans les accompagnements, mais enfin maltraiter dans le sens où on les bouscule, on les bouge, ça arrive. Mais en vrai, si on met déjà plus de sécurité, ce serait vachement mieux. Mhm. Ouais, donc finalement, mettre de la lumière sur ce qui est déjà là pour le faire grandir. Et tu vois, dans tout ce qui est école d'accompagnement, de posture de formation, tu as tout ce qui est autour de l'appreciative inquiry ou des pratiques narratives qui sont des approches qui sont en fait qui sont vraiment dans cette vision-là, qui sont orientées solution et renforcer l'existant, renforcer ce qui fonctionne déjà bien. Et moi, j'expérimente en fait depuis, ça fait quoi, depuis je pense qu'en vrai, je le faisais déjà avant, mais je l'expérimente encore plus aujourd'hui depuis à peu près un an. Et je vois vraiment à quel point ça crée de la force dans les équipes et une sensation de ah, en fait, on est déjà capable. Mhm. Plutôt que de ah, on a plein de problèmes, ah, comment on va faire? De se dire ah, attendez, avant d'aller regarder les problèmes, juste on va se rappeler ce dont vous êtes capable, vos forces, vos compétences, tout ce que vous avez déjà réussi à créer. Ah, ça va mieux. Et puis parfois, eh ben, il y a des équipes qui vont pas vouloir le faire et qui vont aller directement dans les problèmes et il faudra les réalimenter au fur et à mesure sur les forces.
ça existe aussi. Ouais, trop bien. Sur les pratiques narratives, Régis Belli en a un peu parlé sur un épisode précédent. Et c'est très précieux. Moi, j'avais découvert ça aussi il y a des années avant les pratiques narratives en psychologie positive et justement sur l'accompagnement des personnes en individuel, comment on vient poser des questions qui vont venir éclairer en fait ce qui est déjà là, ce qui fonctionne bien. Et je crois que comme tu le dis, c'est vraiment en fait très précieux et c'est pas comme pour faire comme si le reste n'existait pas. C'est pas de la positivité toxique. Ouais, voilà, c'est ça. C'est vraiment simplement pour juste essayer de prendre appui sur les fondations. C'est ça, et pour moi, c'est un équilibre qui est hyper subtil, tu vois, même dans des moments où, je sais pas, j'ai des personnes dans ma vie qui vont me dire, bah tiens, là, je suis en crise, j'ai des problèmes d'argent. Et ben, parfois, on va devoir écouter juste le problème et on va, voilà, écouter les gens se plaindre et juste créer cet espace-là pour que les personnes elles se sentent pas rejetées parce qu'elles sont en train de se plaindre, mais qu'elles aient le droit de se plaindre, qu'elles aient le droit de bouder, et ça crée de la sécurité psychologique. Et une fois qu'elles ont envie de bouger, et ben là, on peut leur poser plein de questions sur leurs forces, sur leurs compétences, mais c'est vraiment ce consentement, en fait, à nouveau, de là, qu'est-ce qu'on cherche à faire? Ah bah, tiens, la personne en face de moi, elle a juste besoin d'être écoutée, et ben très bien, bah oui, c'est difficile, bah ouais, t'as de l'insécurité financière en ce moment, je crois. Ah ouais, c'est stressant. Comment tu le vis? Qu'est-ce qui se passe pour toi? De laisser cet espace à la personne sans la forcer vers un espace de solution. Mmh. Bon, on pourrait en parler des heures, hein, Non, mais c'est ce que ça dit en tout cas en résumé. Ce serait que finalement la sécurité psychologique, elle se trouve dans vraiment différents petits espaces-temps. Et je me dis que pour amener de la clarté comme un élan assez facile, est-ce que tu pourrais partager peut-être un premier petit pas? Du coup, moi, ce que j'ai envie de conseiller, c'est de créer des espaces-temps pour se parler, pas de ce qui est opérationnel, mais de se parler de comment on fonctionne en tant qu'équipe. Où justement, il peut y avoir cet espace de se parler, de bah tiens, est-ce que nos rôles sont clairs en ce moment? Est-ce qu'il y a, voilà, en termes de charge de travail, comment est-ce qu'on se sent? Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne s'est pas tout à fait dit pour l'instant? C'est quoi les forces qu'on a mis en œuvre en ce moment? Et de se créer ces espaces-là, en fait, de manière régulière, si vous n'en avez pas encore, et peut-être vous en avez déjà, mais ils sont un peu passés à la trappe de l'opérationnel, et de se recréer ces espaces-là où vous pouvez parler de comment vous viviez en tant qu'équipe et en tant que personne pour voilà, construire cette sécurité psychologique de on s'écoute les uns les autres sur ce qui est important pour nous en ce moment. Voilà ce que j'ai envie de partager. Trop bien, c'est pour le coup très concret cette invitation, donc merci pour ça. Est-ce que tu aurais une piste à partager pour aller plus loin? Alors, tu as nommé Brené Brown, tu as nommé la radicale collaboration. Ouais, bah, ce que je peux faire, c'est que je peux t'envoyer. J'avais écrit un article sur la sécurité psychologique où je parle de 4 différentes phases de sécurité psychologique, mais que j'ai nommé là avec voilà, l'inclusion, la contribution, le fait de la sécurité d'apprendre et de contribuer, et où je détaille plein d'actions assez concrètes en fait que des équipes peuvent prendre aux différentes étapes. Donc je peux t'envoyer ça, et puis du coup, dans cet article, il y a des conseils pratiques, des définitions et puis plein de liens à les creuser si les personnes ont envie de creuser. Trop chouette, parfait. Et est-ce que tu aurais une personne à recommander, une personne qui t'inspire et qui pourrait intervenir sur un sujet en lien Brené avec ce Brown, podcast? ça serait vachement bien, j'aimerais beaucoup. Si je pense à quelqu'un de francophone, j'ai envie de te recommander plein de gens que j'ai interviewés dans mon podcast. Qui est-ce que j'aimerais entendre sur la sécurité psychologique? Et bien moi, j'aimerais entendre quelqu'un, tu as soit du monde du sport, soit du monde militaire, pour aller chercher des regards que j'ai peu l'habitude de voir, de comment est-ce que tu crées de la sécurité psychologique dans une unité commando, comment tu crées de la sécurité psychologique, je sais pas, dans une équipe de rugby, tu peux aller interviewer Antoine Dupont, n'importe quoi, non, ça c'est autre chose. Antoine Dupont. Ouais, j'irai faire ça, moi. Ok, trop bien. Et ça me rappelle d'ailleurs sur une équipe de sport, de la série que tu avais recommandée, avec Ted Lasso. Tellement bien cette série. Mais oui, voilà, en fait, arrêtons de lire des articles et de voir des séries, des articles de recherche universitaire. Allez voir Ted Lasso, ça vous fera une bonne série pour l'automne et pour l'hiver.
Ouais, trop bien, trop bien. Bien, merci Lily. Est-ce qu'il y a un dernier mot que tu aimerais partager? Bah, merci à toi pour cette conversation. C'était vraiment chouette d'avoir tes rebonds aussi, tes reformulations. C'est un sujet qui me passionne tellement, donc merci, parce que cette conversation, elle m'amène à amener encore plus de clarté sur ce qui est important pour moi là-dedans. Et ouais, et puis j'ai envie de rappeler cette idée des îlots de sécurité qui vient des pratiques narratives, ouais, de nous amener collectivement à cultiver ces îlots de sécurité et puis à leur dire en fait que c'est des gens qu'on aime, parce qu'ils sont fabuleux, ces gens qu'on aime. Mmh, trop chouette. Merci pour ces mots Lily et merci pour tout ce que tu partages au quotidien. Merci Sarah. Lily, j'ai oublié de te demander, est-ce que tu as des actualités à nous partager? Pour les personnes qui ont envie de cheminer sur le thème de la sincérité radicale, c'est un thème que je porte depuis pas mal de temps. J'ai créé un défi qui va se passer du 26 novembre au 17 décembre. Donc c'est un défi qui se fait surtout en ligne pendant 3 semaines, qui s'articule entre 4 moments d'atelier en direct. Donc c'est les mercredis midi, de midi à 13h, et puis j'envoie les enregistrements si besoin. Des exercices à faire chez soi avec, avec soi-même déjà, et puis parfois avec ses collègues, ses amis, ses parents, etc. Et puis des outils pour passer à l'action et pour voir comment on peut mieux connaître nos besoins et comment on peut les communiquer d'une manière qui prend soin de la relation sans tomber dans l'adaptation. Bref, c'est un super moment. Il y a pas mal d'exploration collective aussi, parce que ces sujets, pour moi, c'est des sujets qui peuvent se faire en groupe et qui doivent pas être faits seuls. Et je pense que Sarah mettra toutes les infos dans la description du podcast. J'aurai grand plaisir à vous voir à ces moments-là. Et puis, n'hésitez pas à embarquer des proches. Pas mal de personnes qui viennent et qui le font à 2, à 3, à 4, et ça crée un très très bon langage. Et c'est vraiment un bon moment. Hâte de vous y voir. Je suis Sarah Conègre. Vous venez d'écouter le podcast Inspiration collective. Merci d'être là. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et d'ici là, partagez-le pour amener plus de soins et de collaboration dans le monde. À très vite!